On parle beaucoup de santé comme d'une affaire personnelle. Ce qu'on mange, comment on dort, comment on bouge. Ce qui dépend de nous. Mais on parle beaucoup moins de ce qui, en amont, détermine profondément ce qui est possible ou non en matière de santé. Les décisions politiques, le cadre juridique, les arbitrages qui se font sans nous, souvent loin de nous. Parce que la santé, ce n'est pas que des choix individuels ou des avancées médicales. C'est aussi un système, avec des règles, des priorités, des intérêts, souvent invisibles. Et ces règles ne sont jamais neutres. Elles traduisent une certaine vision de la santé, du rôle de l'individu, de la place de la prévention, de la liberté de choix. Alors aujourd'hui, on va poser les vraies questions. Qui décide réellement de ce qui est autorisé ou non en matière de santé ? Est-ce qu'on a en France un véritable pouvoir de choix sur notre propre santé ? Et que disent ces règles du modèle de société dans lequel on vit ? Dans cet épisode, on va tenter de rendre visible ce qui ne l'est pas. Les mécanismes juridiques et politiques qui façonnent notre rapport à la santé, nos pratiques, nos croyances et parfois même nos droits. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Maître Isabelle Robard. Isabelle, bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocate au barreau de Paris, docteur en droit, et vous avez fait le choix de vous consacrer au droit de la santé. Depuis plus de 30 ans, vous travaillez à l'interface entre le juridique, le politique et le sanitaire, avec une expertise reconnue sur les questions de réglementation des pratiques de santé, des compléments alimentaires, des plantes et plus largement des médecines non conventionnelles. Votre parcours ne se limite pas à l'accompagnement juridique. Vous avez également joué un rôle actif dans l'évolution du cadre réglementaire en France comme en Europe. Vous avez notamment contribué aux travaux ayant accompagné la reconnaissance de l'ostéopathie en France et vous êtes aujourd'hui engagé dans les réflexions autour de l'encadrement de pratiques comme la naturopathie. Vous avez également été auditionné par les pouvoirs publics, notamment au Sénat, sur des sujets liés à la santé naturelle et à la place des plantes dans notre système de santé. À travers votre travail, vous défendez une approche qui cherche à structurer et encadrer ces pratiques, tout en questionnant les équilibres actuels du système de santé et les conditions dans lesquelles certaines approches sont reconnues ou non. Vous avez également contribué à plusieurs ouvrages dont Santé, mensonges et propagande, arrêtons d'avaler n'importe quoi, publié en 2004 aux éditions Seuil, dans lequel vous interrogez la manière dont l'information en santé est construite, diffusée et parfois orientée, et les liens entre discours public, intérêts économiques et décisions politiques. Votre travail met en lumière une idée forte, la santé ne se joue pas uniquement dans le soin ou dans les choix individuels, mais aussi dans les règles qui organisent ce qui est autorisé, reconnu ou accessible. Et c'est précisément pour cette capacité à éclairer les mécanismes souvent invisibles qui structurent notre rapport à la santé, à relier droit, politique et enjeux sociétaux, que nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Encore merci d'être avec nous. C'est un grand bonheur d'être avec vous deux et de pouvoir échanger. Bonjour à tous. Merci. Alors on va commencer par notre première question signature. Pour vous, qu'est-ce que la performance ? Performance, c'est trouver son chemin de vie, ne pas s'occuper de ce qu'en pensent les autres, parce que moi, à l'époque, j'ai pas forcément, au début, été perçue, on s'est demandé où est-ce que je voulais en venir. Donc, c'est trouver son chemin de vie, donner toujours le meilleur de soi-même, sans écraser personne au passage, pour arriver au meilleur de notre performance à la fois humaine, intellectuelle, émotionnelle, et pour donner le meilleur à la société, mais aussi à soi-même. C'est-à-dire en se faisant grandir, on fait aussi grandir la société. Absolument. Et vous parlez justement de choix de vie. Qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est votre mission de vie ? Alors, ma mission de vie, c'est clair que si je n'étais pas à la place où je suis aujourd'hui là, je serais probablement ou médecin ou thérapeute. Donc, ce qui m'anime, c'est qu'à l'âge de 9 ans, je suis tombée dans le domaine de la santé par le prisme de ma maman,
qui s'interrogeait. J'arrêtais pas de faire des otites à répétition. J'étais bourrée d'antibiotiques. Elle s'est dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc, elle a commencé à réformer l'alimentation, etc. Puis après, elle a fait naturopathie avec Pierre-Valentin Marchessault. Et du coup, elle est devenue naturopathe, mais elle s'est pas installée en tant que naturopathe. Elle a tenu un magasin bio d'alimentation saine pendant 25 ans. Et donc, j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse, de mon adolescence et de ma vie de jeune femme aux côtés d'une maman très investie, déjà dans les plantes, elle avait un petit rayon d'herboristerie. Voilà. Et donc, ce qui m'anime, c'est d'œuvrer pour l'autodétermination de chacun sur son corps et sa santé, parce que personne n'a le droit de dicter à quiconque ce qu'il doit faire en matière d'alimentation, comme en matière de traitement préventif ou curatif, à une condition, qu'on mette sur la table tout le panel avec une information claire, loyale et transparente. Ça, c'est dit et ça commence parfaitement cet épisode. Merci beaucoup. On avait envie de savoir quel était votre parcours, pourquoi vous vous étiez arrivé à cet objectif-là de vie, mais je crois que là, vous avez établi tout ça, mais c'est fou finalement ce qui se passe dans l'enfance et comment ça nous façonne. Parce que vous avez été marqué par ça et finalement, c'est le chemin de recherche, d'aller chercher la cause de la cause qu'a entrepris votre maman, que vous avez décidé de poursuivre et même de renforcer pour les autres. Et c'est ça qui est magnifique parce que ça se rapproche complètement de la définition de la performance que vous avez donnée en tout début. Donc déjà, la boucle est bouclée. Oui, c'est ça. Et en fait, une anecdote sur mon parcours de vie, c'est que je voulais faire esthéticienne. Mais je voulais créer des produits cosmétiques à base de plantes et tout ça, ce qui à l'époque n'était pas courant comme aujourd'hui, vous voyez. Et j'avais mon bac, et mon oncle, qui a repris ses études de droit à 34 ans, a dit, c'est pas possible, après un bac, on va pas laisser ici, parce qu'en fait, il y avait une erreur d'aiguillage sur la filière. On m'avait dit, vous pourrez faire un BTS, et en fait, non, parce que j'avais pas un bac scientifique. Donc, en fait, il fallait que je fasse un CAP. Moi, je dis, moi, pas de problème, moi, je fais un CAP après un bac, ça me gêne absolument pas. Tout ça, ça se vaut, ce qu'il faut, c'est trouver sa voie, etc. Et le fameux oncle m'a emmené à la faculté de droit, assister à un cours de droit constitutionnel. Donc, j'arrive en amphithéâtre, c'était bourré de monde. Après, on va avec ses potes boire un petit coup. Puis, je rentre chez mes parents. Bon, j'écoutais, texto, c'est au mot près. Je vais faire du droit, mais je vous préviens, c'est pour rigoler. C'est pas trop la discipline pour rigoler quand même. Mes parents m'ont regardé, et même moi, je savais pas du tout dans quoi j'allais m'engager. J'avais un premier petit ami, Philippe, qui était à la fac de droit, que j'ai fréquenté 3 ans. Il avait un papa docteur en droit, qui habitait dans le 16e, et donc il m'emmène un jour là-bas. Oh, je suis docteur en droit. Je dis, c'est pas à moi que ça risque d'arriver, ça. Voilà, vous voyez l'anecdote, parce qu'en fait, j'avais pas confiance en moi, en fait, à cette époque. Voilà. C'est fou. Et donc, vous avez donc choisi le droit à la santé, ce qui n'est pas forcément, en tout cas, c'est ce que vous faites le plus dans votre activité en cabinet, ce qui n'est pas forcément la chose la plus... quand on commence les études de droit, en général, c'est pas vers là qu'on va. Est-ce qu'il y a un élément dans votre parcours juridique, là, cette fois-ci, qui a fait de vos études, qui a fait que vous êtes dit, c'est ça que je dois faire? Excellente question, parce que justement, j'avais déjà la réponse en tête pendant que vous veniez là-dessus. Donc après, j'ai quitté le foyer parental, j'avais donc 22 ans, pour vivre avec un homme de 20 ans plus âgé que moi, qui était naturopathe. Et j'étais très angoissée parce que je continuais mes études, j'entassais des diplômes, des ESS, tout ça, je ne savais pas ce que j'allais faire avec tout ça. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ça me servira à quoi? Parce qu'en fait, moi, les études en soi, si elles n'ont pas un côté pratico-pratique, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Et un jour, j'étais dans la cuisine, et il y avait le poste radio, j'entends l'actualité. Un médecin emprisonné pour avoir prescrit de l'interleukine 2. J'écoute ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors là, ça a été comme une révélation, je vous assure, c'est m'est tombé direct. Ah, je dis, c'est bon, je sais ce que je dois faire, je dois m'engager
pour que les choses avancent en France. Ça a été instantané. C'est comme si je cherchais ma voie et en l'espace de 3 secondes, j'étais remise sur mon chemin de vie. Et à l'époque, j'étais à Panthéon-Sorbonne, je faisais mon DEA, diplôme d'études approfondies, en droit administratif, et j'avais attaqué un mémoire sur les nationalisations et les privatisations. J'excellais là-dedans, j'avais terminé le mémoire. Je me suis dit, bon, c'est pas intéressant ce truc. Donc je suis allée voir le professeur de liberté publique. J'ai dit, voilà, j'ai un autre sujet à vous soumettre, mais de toute façon, ça va vous déranger, et vous allez me le refuser, comme ça. Alors, c'est quoi votre sujet ? C'est les médecines différentes, les nouveaux thérapeutes, une liberté publique pour demain en France, point d'interrogation. Il me dit, j'accepte. Et donc, j'ai jeté mon truc à la poubelle de nationalisation, privatisation. Je suis repartie là-dessus. En fait, j'en ai fait une vraie thèse. Un truc énorme, avec toutes les recherches en droit européen. C'est ce qui va devenir mon premier livre, La santé hors la loi, les hors-la-loi de la santé, qui va être référencé par l'Organisation mondiale de la santé. Et je vais en faire un rapport pour la fédération, la FENAMAN à l'époque, qui est devenue la FENA, parce qu'ils avaient commandé une étude à la Fondation pour la liberté, une étude gérée par un conseiller d'État. Et donc, j'avais demandé à André Roux, le premier président de la FENAMAN, devenue la FENA, en tant que digne étudiante, de bien vouloir me donner cette étude. Il m'a dit, ça tombe bien, moi je suis très contente, le travail est déjà fait, donc ça va être intéressant. Je regarde ça, 5-6 feuilles de choux, là, de feuilles recto verso, je dis, c'est infirmière, tout, qu'est-ce que ce truc ? Je dis, ça va pas, ça c'est hors sujet, là, j'explique à André Roux, je dis, c'est nul ce truc. Bon, elle me dit, vous êtes si forte que ça, faites-nous l'analyse critique juridique de ce travail. Donc, j'ai mis tout par écrit. Il me dit, vous voulez nous accompagner ? Oh ben dis non, donnez déjà mon document, on verra après. Et la fondation a remboursé la FENAMAN à l'époque. Cet argent m'a été redonné et a dit, allez-y. Et donc là, j'ai fait un rapport de 2 tomes, un truc énorme, qui va devenir après la santé hors la loi, les hors la loi de la santé. Et après, si on m'avait raconté ma vie, je crois que ça m'aurait fait peur. J'aurais dit, c'est quoi ce délire ? J'y vais pas. Comme quoi, il faut pas connaître sa vie à l'avance. C'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà. Donc, vous voyez, l'élément déclencheur, ça a été ce médecin emprisonné par un juge d'instruction. Ok. C'est bien. C'est le sentiment d'injustice, je crois que... Ouais. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Est-ce qu'on sous-estime l'impact des décisions juridiques et politiques sur notre santé quotidienne ? Est-ce que vous avez un exemple concret ? Oui, on les sous-estime, notamment tout ce qui est règles d'étiquetage. Quand on achète un médicament ou quand on achète un produit alimentaire. Sachez par exemple qu'un médicament, selon les pays, pour la même spécialité pharmaceutique, n'aura pas forcément les mêmes descriptions des effets indésirables. Ah bon ? Sachez également qu'un médicament donc n'aura pas forcément effectivement les mêmes descriptifs des effets indésirables, et même selon les pays, vous allez avoir des méthodes qui vont être considérées comme charlatanesques, insuffisamment éprouvées en France et qui vont être remboursées par la sécurité sociale en Allemagne, par exemple. Donc, il y a un gouffre énorme que j'ai pu constater parce que je fais pas mal de contentieux disciplinaires devant l'ordre des médecins pour défendre également des médecins, notamment dans le cadre de tout ce qui est pathologie lourde. Ils ont besoin d'être soutenus pour pouvoir offrir à leurs patients des traitements complémentaires, etc., qui vont pouvoir aider, voire même guérir, puisque j'ai eu des cas où les patients ont été guéris et ça ne les a pas empêchés d'être poursuivis devant l'institution ordinale. Donc voilà, il y a un décalage culturel, un décalage sociologique qui fait qu'on n'a pas forcément la même appréhension du médicament d'un pays à l'autre. Pareil pour les aliments. Pour les aliments, tant qu'on... Bon, alors maintenant on a le Nutri-Score, etc. Mais il a fallu se battre déjà pour avoir ce Nutri-Score. Et je suis pas sûre qu'on ait une totale encore transparence dans ce domaine. Donc, pour faire des choix éclairés, si déjà on occulte
une partie de l'information, nécessairement le choix n'est plus orienté, n'est plus éclairé, il est orienté. Ce qui est d'autant plus dommageable qu'il faut savoir que la base du droit, quand un patient donne un accord à un traitement, il est censé donner son accord dès lors qu'il a eu une information claire, loyale et transparente. Si déjà à la base, cette information est tronquée, non pas volontairement par le médecin, mais parce que le médecin n'a pas nécessairement accès à toutes les données, ce qu'on avait aussi dénoncé avec Thierry Soucard dans Santé, mensonges et propagande, c'est qu'un chercheur qui est payé par l'industrie agroalimentaire, par exemple, puisque c'était un livre qui portait sur les recommandations nutritionnelles, sera 4 fois plus enclin à produire des conclusions conformes à celui qui l'a payé. Oui, donc c'est bien le problème. Donc, vous voyez que dès le départ, déjà même au niveau de la recherche, au niveau des publications, ça peut, je ne dis pas que ça l'est tout le temps, mais ça peut être déjà biaisé et orienté. Donc, quand ça se retrouve en amont, en haut de la montagne, et que ça se retrouve au pied du consommateur, il y a une déperdition qui peut être assez considérable des données, des informations qui vont lui permettre de faire un libre choix. Absolument. Et indépendamment de ça, déjà, pour par exemple, la décision de mise sur le marché d'un médicament, il y a, c'est pas comme n'importe quel produit, il y a toute une structure, tout un cercle d'autorisation qui vont passer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe justement pour une décision de santé, un produit pour qu'il soit mis sur le marché, comment ça se passe? Alors, on va prendre le cas du médicament. Après, si vous voulez, on peut prendre le cas du complément alimentaire. Alors, un médicament, c'est en droit, quand il est estampillé chez les pharmaciens qui est vendu, on l'appelle spécialité pharmaceutique. Parce qu'un médicament en soi, c'est plus large. C'est-à-dire que, mettons, vous voyez, nous avons un verre d'eau. Ce verre d'eau, c'est de l'eau. Bon. Si, par contre, sur ce verre d'eau, j'y mets prévient et guérit le cancer. C'est un verre d'eau. Mais ce verre d'eau devient médicament. Pour autant, il n'est pas devenu une spécialité pharmaceutique puisque je n'ai pas demandé son enregistrement. Mais il va être considéré comme médicament. L'Ordre national des pharmaciens va se saisir des informations données sur ce verre d'eau et va poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie parce que j'ai changé sa qualification juridique d'eau de source en médicament. Par contre, une spécialité pharmaceutique, ça veut dire qu'elle a obtenu la fameuse AMM, autorisation de mise sur le marché. Donc il y a la recherche fondamentale, après vous avez la recherche appliquée, on va commencer à faire des essais in vitro, après on va faire des essais sur l'homme. Ces essais, en général, ne peuvent porter que sur une seule caractéristique du médicament, c'est-à-dire que si le médicament a un prisme d'action trop large, ça ne pourra pas être retenu. Il faut véritablement prouver une action précise sur un médicament et il faut démontrer que le principe de précaution respecté, c'est-à-dire la balance bénéfice-risque, est supérieur au niveau du bénéfice que du risque. Voilà. Ce qui est par contre important de savoir, c'est quels sont les risques aussi quand on prend ce médicament à court, moyen et long terme. Et parfois on ne le sait pas, puisqu'il y a eu des scandales autour de certaines spécialités pharmaceutiques. À l'époque, il y a très longtemps, le fameux Distilben, où on a vu des bébés anormaux après naître, etc. Donc voilà. Et alors, cette décision, c'est une décision de santé publique. Aujourd'hui, elle est coordonnée au niveau européen, puisque la France, ne vous a pas échappé, fait partie donc de l'Union européenne. En général, ça peut être des décisions qui sont centralisées au niveau de la Commission de Bruxelles et chacun se communique, si vous voulez, les données sur ce médicament. Bon, et à partir de là, mais ça coûte très très cher d'avoir une autorisation de mise sur le marché. C'est pour ça que il est compliqué pour un vrai découvreur, comme le disait le général de Gaulle, prenez-moi pas les chercheurs, je préfère voir les trouveurs. Bon, et les trouveurs n'ont pas toujours les moyens, si vous voulez, de satisfaire à toutes ces exigences et parfois ne rentrent pas complètement dans les fourches codines, notamment lorsque le médicament a trop de bénéfices. Donc en fait, il faut se priver d'une partie des bénéfices pour pouvoir obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Vous voyez, c'est ça la problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche globale de dire voilà, ce médicament peut agir sur ça et ça à la fois. Ce n'est pas possible. Voilà.
Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien, vous voyez, déjà, ça restreint le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être déposer 5 AMM, il y aura une action pour ça, une autre action pour ça, une autre action pour ça, et c'est autant de blocages financiers qui vont tarir les chances de voir un jour ce médicament arriver sur la table et de pouvoir l'amortir aussi en termes économiques, parce que ça a des coûts qui sont non négligeables. Alors ça, c'est pour le médicament, la spécialité pharmaceutique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il y a des allégations thérapeutiques, curatives, etc. Mais vous avez d'autres systèmes qui ont été créés, notamment par l'Europe. Par exemple, sachez que l'homéopathie est devenue médicament en 1992. Avant, elle n'avait pas de statut juridique. C'était considéré comme un produit comme n'importe quel produit, quoi. Voilà. Elle est devenue médicament, et les souches unitaires, c'est-à-dire lorsque vous n'avez qu'une partie de plante ou de minéral ou autre dans la souche, peuvent bénéficier d'un enregistrement simplifié sur la fois de bibliographie, qui évite tout ce carcan de toutes les 4 phases. Et on a également la directive THMPD, directive médicaments traditionnels à base de plantes, où là aussi, on va avoir une autorisation de mise sur le marché, ça s'appelle toujours pareil, si vous voulez, mais on va s'affranchir des phases d'essais cliniques, d'essais sur l'homme, etc. Et on va pouvoir monter un dossier sur la foi de référence bibliographique. Donc c'est déjà, c'est pas encore assez extraordinaire, mais enfin c'est déjà une avancée, ça permet. Et alors, il y avait eu à l'époque beaucoup de gorges chaudes sur cette directive, parce que certains pensaient que des laboratoires non pharmaceutiques pourraient s'engouffrer là-dedans. Mais non, sachez que pour déposer une autorisation de mise sur le marché de médicaments, il faut être établissement pharmaceutique. Donc enregistré à l'agence du médicament, avec des normes pour les locaux, etc., et que tout le monde ne peut pas prétendre même avoir des AMM allégés, comme on les appelle, pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc c'est pas, par exemple, un laboratoire qui n'est pas pharmaceutique, qui vend des compléments alimentaires, qui va pouvoir avoir une AMM allégée pour des médicaments à base de plantes. Ça ne sera pas possible. Donc ça, voilà le corpus là-dessus. Là où c'est intéressant pour les compléments alimentaires, c'est que c'est moins lourd. C'est moins lourd. On ne dépend pas là du ministère de la Santé. D'ailleurs, le rôle du ministère de la Santé a été retiré du champ du complément alimentaire. Il est entièrement dévolu maintenant au ministère de l'Économie et des Finances. Il a à un moment été effectivement dévolu au ministère de l'Économie et des Finances via les services des fraudes, notamment Guillaume Cousin, que je voudrais saluer, même s'il n'est plus en fonction aujourd'hui, qui a beaucoup œuvré pour faire évoluer la prise en compte des vertus traditionnelles des plantes dans les compléments alimentaires, etc. Et c'est auprès des services des fraudes qu'on demandait l'enregistrement des compléments alimentaires. Là, c'est un enregistrement, c'est pas une AMM. Les pouvoirs publics, allez savoir pourquoi, alors que là, ils étaient performants pour faire les enregistrements, on leur a retiré le pouvoir les compétences pour enregistrer les compléments alimentaires, et ça a été transféré au ministère de l'Agriculture. Donc dorénavant, le ministère de l'Agriculture s'occupe d'enregistrer les compléments alimentaires, tandis que les services des fraudes continuent à effectuer leur contrôle sur la régularité du complément alimentaire de sa mise sur le marché jusqu'à sa diffusion, la communication autour, etc. Donc un complément alimentaire n'a pas le droit, alors là, c'est un autre exemple de manque de transparence de communication, n'a pas le droit d'évoquer des vertus préventives ou curatives de maladies. Autrement, même si vous avez l'enregistrement de votre complément alimentaire, les services des fraudes en cas de contrôle peuvent, si vous dites, voilà, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre du curcuma ou de la vitamine C, et on va dire, voilà, prévient les pathologies ostéo-articulaires, ou soulage les déficits en fer, l'anémie. Voilà. Alors ça encore, mais soulage les rhumatismes, ou la vitamine C, dixit les travaux de Linus Pauling, agit en prévention, même dans le domaine du cancer, etc. Et là, on va vous dire, désolé, là, vous êtes en exercice illégal de la pharmacie, vous avez beau avoir enregistré votre complément alimentaire, ce sont des allégations curatives, thérapeutiques de maladies, qu'il est interdit d'indiquer. Et c'est tellement interdit qu'il y a eu un règlement européen
de 2006, le règlement qui prévoit que il y a un catalogue de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Donc les industriels se sont précipités à la Commission de Bruxelles pour faire enregistrer un certain nombre d'allégations, plus de 4000. Les plantes sont restées en stand-by parce que, justement, on a essayé, et Guillaume Cousin représentait la France à l'Europe, pour faire comprendre que on ne va pas soumettre les compléments alimentaires à base de plantes au même diapason que les compléments alimentaires à base de vitamines et minéraux, parce qu'on a tout un recul d'utilisation traditionnelle, parfois séculaire, qui fait que on peut s'en affranchir sans atteindre ou porter atteinte au principe de précaution. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les allégations de plantes sont sur un catalogue en attente. Ça fait un moment, mais c'est démentiel. Et donc, en gros, il est urgent de ne pas s'en servir, sauf exception. Certaines quantités, par exemple, le charbon végétal actif a été validé comme agissant sur les flatulences, ça c'est autorisé, vous voyez. Mais bon, autrement, voilà. Donc c'est pour vous dire que là, il y a un péché par abstention, c'est-à-dire qu'il y a des informations auxquelles le consommateur ne peut pas accéder à ces informations-là. Ce qui est assez aberrant, puisqu'il faut comprendre que le consommateur, il a évolué par rapport aux années 1920-1950 d'après-guerre. C'est la notion qu'on appelle de consommateur moyennement avisé. Ni un génie, ni un crétin, entre les deux, qui, placé face à un produit, doit savoir à quoi il a affaire. Est-ce que c'est un médicament ? Est-ce que c'est un complément alimentaire ? Quand les gens, les pouvoirs publics, auront compris que le consommateur est très intelligent, qui se renseigne, qu'il en sait parfois plus que son médecin, que son praticien, thérapeute ou autre, il faudra changer. Moi, si j'avais un rêve là-dessus, ce serait d'arrêter ce système débile d'interdiction d'accès à une information, alors que tout le monde sait très bien qu'en achetant un livre, il va trouver les vertus des plantes, etc. Il faut arrêter de c'est hypocrite. Voilà. Mais c'est une hypocrisie européenne, là. Elle n'est pas que franco-française, vous l'aurez compris. Pour une fois, on n'est pas à l'exception. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais soyons tous bêtes en même temps, mais ensemble. Non, mais j'avais une question. Cette autorisation de mise sur le marché pour les médicaments, elle n'a pas été revue depuis quand ? Les règles ? Oui. Ça a été modifié successivement, mais pour la petite histoire, sachez que la première... Alors, pour nos auditeurs, la différence entre une directive et un règlement. Une directive doit être transposée par le pays. C'est-à-dire, elle est prise il n'y a pratiquement plus de directive. Parce que chaque pays doit les transposer, doit prendre une loi pour rendre applicable la directive. Donc aujourd'hui, c'est des règlements. En général, une directive, elle est sectorielle. Elle va vraiment agir sur un secteur précis. Un règlement, il est plus général et il s'applique dès qu'il est paru au journal officiel de l'Union européenne. Alors, ils vont vous donner la date. Mettons, on est quoi là ? Aujourd'hui, on est le 7 avril. On va dire, par exemple, ça s'applique le 7 juin. À partir du 7 juin, les pays n'ont plus besoin de transposer, ce qui fait que s'ils ne respectent pas le règlement européen, bingo, ping, ping, pan, pan, ils vont être interpellés. Donc, c'est ça la directive. Alors, pour répondre à votre question, une des premières directives... c'est dommage que j'ai pas amené c'est croustillant, le texte. La première directive, vraiment... importante qui a été adoptée au sein de l'Union européenne, c'est celle sur les médicaments. La directive 65/65 CE en 1965. Et qui nous dit que le médicament est une marchandise. Et qui doit pouvoir circuler. Eh bien oui, c'est là qu'on voit que l'Europe, elle a été construite au départ d'un point de vue strictement économique pour favoriser le libre-échange. Après, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes notamment en 2004, où on a, en 2011, il y a eu un code communautaire du médicament. Donc voilà, je dirais que les grandes phases, c'est 65, 2004, 2011, avec quelques révisions. Voilà, en gros, mais ça reste assez statique, je dirais, au niveau de la définition du médicament, d'ailleurs, date de 1965. Et pour la petite histoire, on vous dit dans la définition de 1965 qu'un médicament est toute substance ou composition. Composition, c'est un mélange de plusieurs substances qui va agir sur les fonctions organiques. Mais à l'époque, pourquoi on a mis les fonctions organiques ? Vous avez la définition du médicament par présentation, toute substance ou composition. Si vous mettez de l'arsenic dans l'eau,
il est clair qu'on va avoir un médicament par composition. Après, vous avez le médicament par fonction qui va modifier les fonctions organiques. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Eh bien, ça a été créé à l'époque de la pilule contraceptive. On ne savait pas où mettre la pilule. On s'est dit, c'est pas pour traiter une maladie, c'est pour protéger la femme de toute grossesse. Donc on s'est dit, on va dire que c'est pour modifier les fonctions organiques, puisque la pilule, c'est logique, entrait dans le champ juridique du médicament. Sauf que l'homme étant ce qu'il est, ça est devenu très très large, les fonctions organiques. Donc on avait des combats pour la vitamine C, qui disaient la vitamine C, à haute dose, ça modifie les fonctions organiques. Et ce à quoi je réponds, quand je bois un bon verre de vin rouge, je suis désolée, mais j'ai un peu plus chaud et je modifie les fonctions organiques. Absolument. Quand je prends un bain, également hyperthermique, je modifie mes fonctions organiques, ou hypothermique, je modifie mes fonctions organiques. Donc on a très vite compris que ça ne voulait plus rien dire. Et je l'ai pressenti, puisqu'en même temps on avait la définition du complément alimentaire et que c'était très difficile d'arriver à séparer les deux. Et du coup, la définition n'est plus devenue modification des fonctions organiques, elle est devenue modification des fonctions physiologiques tout en ayant une action pharmacologique. Ils ont vite compris qu'il y aurait trop d'interaction avec le complément alimentaire, puisque le complément alimentaire, il pallie aux carences nutritionnelles, mais il peut agir aussi au niveau physiologique. D'accord ? Vous voyez, c'est les deux actions de complément, mais il ne va pas traiter de maladie. C'est toute la différence. Et en fait, ce que vous nous expliquez là, on voit que finalement, dans une certaine mesure, la santé est plus dictée par le droit et donc forcément les décisions des organismes politiques derrière que par la réalité de la médecine, si je puis dire. Est-ce que vous diriez ça aussi ? Et dans ce cas-là, qui a vraiment de l'influence sur les décisions de santé ? Sans conteste, les lobbies. Les gros lobbies. D'ailleurs, le lobbying est réglementé au sein de l'Union européenne. Vous avez un registre des lobbyistes. Vous devez vous déclarer. Vous devez dire quel est votre plus gros client, etc. Donc, il faudra qu'on m'explique comment font les avocats, d'ailleurs, au passage, pour le secret professionnel. Parce qu'à un moment, moi, j'en ai fait un peu de lobby là-bas. Et j'avais été, une anecdote, j'avais été interpellée par un laboratoire français qui faisait des choses bien, pharmaceutique. Et ils avaient un problème technique. Bon, j'ai dit, on va aller voir la direction générale du médicament. À l'époque, Patricia Brunker. C'est la terreur dans le bon sens. Hein. C'est une femme très compétente, mais très dure, en gros, si vous faites pas le poids, 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes dans le couloir. Donc, on arrive avec le labo. Déjà, on a réussi à décrocher un rendez-vous. On arrive avec le labo, le responsable du laboratoire, 2 autres personnes, son assistante, une Espagnole, et puis, alors déjà énervée, parce qu'elle nous voit arriver à 4. Donc, oblige d'enlever les dossiers. Ils n'ont pas beaucoup de place dans leur bureau là-bas pour travailler. Donc, énervée, Patricia Brunker assise en face de moi, son assistante à ma droite, et puis mes clients, les 3 clients, là, ici. Et puis, je lui explique ceci, cela. Non. Enfin, ça dure 1h15 quand même. Non. Quand même pendant 1h15. Bon. Donc, on sort du rendez-vous. Je dis, bon, maintenant, moi, je vais remettre tout ça par écrit. Tout ça, que je suis pas d'accord sur ça et ça. Donc, j'envoie une note juridique à son assistante. Et là, on me dit, très bien. OK. On va réouvrir le comité pharmaceutique européen. Oh, j'en revenais pas. J'ai dit, c'est incroyable, mais vrai, quoi. Le comité pharmaceutique européen, c'est un comité qui va se réunir pour savoir si oui ou non il faut changer la réglementation sur le médicament, en fait. Et vous n'allez pas le croire, les clients n'ont pas suivi, ils ont eu peur. Oh, quel dommage. Ils m'ont dit, on arrête là, on a peur de votre problème. J'ai dit, non, mais attendez, vous rigolez, j'espère. Je dis, moi, j'ai mis en avant ma compétence, ma crédibilité, on va avoir l'air de quoi. Et après, ça peut être aussi la boîte de Pandore en fonction. Voilà. Donc, du coup, malheureusement, il n'y a pas de suite par la faute des clients qui ont pris peur. Quel dommage. En fait, ils y allaient, mais en espérant que ça marche pas, finalement. C'est ça. C'est un problème, cette histoire. Et justement, alors, un bon lobby, c'est quoi ? Un bon lobbyiste ou un bon lobbying ? Les deux.
Alors, moi déjà, ce mot-là, bon, j'aime pas trop le mot lobby parce que il est plutôt négativement connoté. Hein. Ah bon, on a l'image, enfin, je sais pas vous, mais on a l'image de, voilà, je te paye une coupe de champagne, je te paye un petit voyage. Et puis, corruption, bonjour. D'ailleurs, depuis la loi anti-cadeau, ça nous amène à la loi anti-cadeau de 1993, où effectivement, la France a voulu un peu nettoyer tout ça. Mais pour moi, moi, quand que je fais du lobbying, sur mes présentations, des fois, parce que je suis obligée d'appeler un chat quand j'arrive à faire changer des lois, c'est que j'ai fait quelque chose, c'est du lobbying, surtout quand vous passez plusieurs années sur le dossier. Un bon lobbying, où on va commencer plutôt par un bon lobbyiste, c'est une personne déjà qui connaît vraiment son sujet techniquement. Parce que vous avez parfois des lobbyistes qui ne connaissent pas le sujet technique. Donc, j'y ai été confrontée, notamment dans une discipline de la médecine naturelle, que vous connaissez bien toutes les deux, la naturopathie, où, je me rappelle, on avait eu une réunion en visioconférence, et on m'avait mis 2 lobbyistes qui se disent professionnels lobbyistes, et qui ont commencé à me dire ça. J'ai dit ça c'est non, et ça c'est non. Voilà. Et en fait, comme ils ne connaissent pas le sujet, ils ont œuvré pour des grosses boîtes, ils sont à côté de la plaque. Voilà. Donc un bon lobbyiste, pour moi, c'est d'avoir la compétence technique véritablement fine du sujet et être capable en même temps de connaître les rouages politiques et institutionnels. C'est d'avoir les deux, c'est ce que je fais dans mon domaine. Me demandez pas de faire du lobbying sur des choses, voilà, chacun son secteur, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'ai acquis de moi-même sur le terrain. Je peux vous dire, j'en ai fréquenté des ministères, je me suis même retrouvée à l'Élysée, donc j'ai été en contact avec le chef de l'État, à des conseillers par discipline. Donc j'ai été reçue à l'Élysée par des conseillers, j'ai été reçue à Matignon, j'ai été reçue régulièrement au ministère de la Santé, à la direction de l'offre de soins aussi, de la santé, au ministère des Outre-mer, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ou même au ministère je crois, de l'Agriculture aussi. Donc, si vous voulez, un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui connaît aussi ses interlocuteurs, qui va chercher à savoir qui est qui fait quoi, où est le point positif de la personne à laquelle on va être confronté, où est le point négatif, de bien connaître son sujet et d'avoir suffisamment de performances techniques, mais aussi de savoir communiquer pour faire passer des choses désagréables et arriver à montrer l'impact positif, nonobstant le fait que l'interlocuteur serait contre, de ce que ça pourrait lui rapporter. Voilà. Pour moi, on m'a jamais demandé cette question. J'avoue que c'est vraiment sorti, ça sort de ma tête, de mon cœur, de ma tête, parce que les deux sont alignés. Mais voilà, pour moi, c'est ça un bon lobbyiste. Et donc, un bon lobbying, c'est ça. C'est pas de vouloir. Vous savez, on est passé sur certains sujets. Je me suis retrouvée un jour dans un autre cabinet de lobbyistes qui ont fait du travail, etc. On avait des réunions, on y allait. Ça n'a rien donné. Les résultats alors je dis pas que ça ne donnera jamais rien tout le temps, c'est pas ça. Il y a certainement des très bons résultats, mais dans nos sujets, alors c'est pas celui que j'ai vu tout à l'heure, c'est un autre. Dans nos sujets, c'est nous qui avons fait le boulot et c'est nous qui avons décroché le truc. Moi, je suis allée régulièrement au Sénat, etc. Voilà. Donc en fait, si vous connaissez vos sujets, que vous savez prendre les rendez-vous, le plus dur aujourd'hui, alors là, je veux dire quand même, plus dur aujourd'hui, c'est de décrocher les rendez-vous. C'est très compliqué de décrocher les rendez-vous, même sur des sujets qui sont censés être acquis, comme celui de l'ostéopathie. Et le drame également, c'est que les rendez-vous ne se tiennent plus de visu, comme pour nous trois, mais se tiennent en visioconférence. Alors là, je dois vous dire que la visioconférence, très bien, c'est utile, je ne disconviens pas, je l'utilise moi-même, mais ça a ses limites. Ça a ses limites parce que ça n'aura pas le même impact et parfois n'a pas du tout le même résultat. Je suis sur un autre sujet aujourd'hui, le scandale des pieds diabétiques dans les Outre-mer français. On a tenu des réunions en visio avec nos interlocuteurs qui étaient moins performantes en termes
de résultats et de force de conviction de ma part. Et quand je les ai rencontrés physiquement, curieusement, les choses ont repris un autre chemin. Donc, je suis quand même obligée de dire qu'à un moment donné, cette satanée, si vous permettez l'expression, visioconférence, elle a ses limites et elle est un frein, curieusement, au fonctionnement institutionnel parce que elle bloque une partie de l'efficacité dans le relationnel. Elle est utile en appoint complémentaire, mais elle ne doit pas prendre toute la place. Voilà mon point de vue. Je suis tellement alignée. Et ça, c'est vrai pour tout, et notamment dans le business. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors vraiment, et je pense que de plus en plus de gens le réalisent, mais c'est tellement facile de faire en visioconférence que c'est presque par défaut maintenant. Et il faut insister pour avoir un rendez-vous en présentiel. C'est quand même assez hallucinant. Voilà. Juste, j'avais une dernière question sur les lobbyistes, et après on passe à autre chose, mais qui les paye? Pardon, je mets toujours les pieds dans le plat. Alors voilà. Alors les lobbyistes, les cabinets de lobbyistes qui font que ça, sont payés par leurs clients. Par exemple, nous quand on avait été, à un moment on a été pour un sujet, pas nature mais autre chose. Chacun avait payé, les associations professionnelles concernées, vont payer, ils ont un devis, en général c'est un tarif à la journée, etc. Et puis par contre Isabelle Robard, elle a fait beaucoup de lobby sans toucher un centime. Voilà. Pour que les choses soient très claires. Donc, par conviction parce que ils n'avaient pas forcément les moyens ou autres, mais quand j'ai mené le combat pour les pharmacopées d'outre-mer, qui a quand même commencé en 2001, jusqu'en 2009, quand j'ai réussi à faire changer le code de la santé publique, j'ai été payée en partie, mais il y a une grosse partie de bénévolat. J'ai des dossiers qui font plusieurs mètres de haut. J'ai été amenée même à signer, à préparer des lettres pour des élus. Enfin, c'était un très, 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 très gros travail. Et il y a une grosse partie du travail de lobby également, d'accompagnement que j'ai fait pour l'ostéopathie, qui n'a pas été rémunéré non plus. C'est des milliers d'heures que j'ai données à la République française. Mais c'est ce qui explique pourquoi les grandes marques pharmaceutiques et les grands labos pharmaceutiques, du coup, eux ont de l'argent et du coup peuvent... Plus entendu, voilà. Et c'est ça, il y a un déficit de moyens financiers, c'est-à-dire que l'argent, il ne faut pas cracher dessus non plus. L'argent est utile. D'abord, l'argent, c'est une énergie d'ailleurs. Oui, l'argent, c'est une énergie, c'est un moyen pour faire des choses, ce n'est pas une fin. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils sont là, ils sont motivés tout de suite par... Non, l'argent est un véhicule, est un moyen d'arriver à quelque chose, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai qu'on a un déficit dans nos domaines de moyens financiers, qui fait que on aurait plus de moyens, on arriverait peut-être à faire plus de choses, effectivement. Mais c'est pas non plus l'unique raison, c'est qu'aussi le sujet dérange. En même temps, on a moins de moyens, évidemment, on fait pas le poids face à l'industrie pharmaceutique ou même agroalimentaire, qui est plus puissante que l'industrie pharmaceutique. Il faut dire ça. Donc la malbouffe et tout ça, d'accord. Donc effectivement, il y a un déficit économique chez nous qui fait que on n'a pas nécessairement la force de frappe qui permettrait peut-être d'aller plus loin. Donc il faut tomber sur des gens motivés pour faire un travail de qualité, même sans être payé, mais c'est pas tout le monde qui est comme moi. Vous en doutez bien que voilà. Mais ça sous-entend nécessairement, et il n'y a aucune connotation dans mon mot, mais un petit peu de volonté militante malgré tout, à partir du moment où il y a... Enfin, j'imagine. Moi, de toute façon, j'interviens pas si je suis pas convaincue déjà de ce que je défends. Si j'y crois pas, je le fais pas. Bien sûr. C'est déjà une chose d'abord aussi, parce que je choisis les causes que je défends et que j'actionne au niveau des leviers, etc. Oui, bien sûr. Par rapport à ma crédibilité aussi. Si je dois rester crédible vis-à-vis des pouvoirs publics, donc je vais pas m'occuper de tout et n'importe quoi. Il arrive un moment, je vais pas gérer la planète entière. Donc il faut faire des choix. Il faut mieux faire moins et bien que beaucoup, et c'est donc Quichotte et voilà. Complètement. Et donc ça sert à rien. D'ailleurs, une fois on m'avait dit, j'avais été interpellée par une journaliste bien connue, qui a beaucoup travaillé dans le domaine vaccinal et qui m'avait dit, on arrive en studio, c'était pour une radio, et qui me dit, alors comme ça, il paraît que vous voulez pas parler des vaccinations. J'ai dit non.
C'est un choix que j'ai fait dès le début de ma carrière. Le droit vaccinal, c'est une chose. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est médecine non conventionnelle et j'ai décidé de ne m'occuper que de cela pour rester crédible et ne pas tout mélanger. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait, vous voyez, depuis le début de ma carrière. Absolument. On disait en introduction, vous avez coécrit un livre qui s'appelle donc Santé, mensonges et propagande, et donc il y a ce terme-là de propagande. Est-ce que vous diriez que c'est une propagande avec une manipulation active, ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, qui est aussi mélangé par le fait qu'il y ait de la mauvaise information, volontaire ou non, qui fait qu'au final cette propagande fonctionne sur la population? À quel point c'est quelque chose de volontaire dès le départ? Je ne pense pas que ce soit volontaire. C'est plus vicieux, je dirais. C'est-à-dire que je pense que même que ceux qui sont dedans ne s'en rendent même pas compte, en fait. Vous voyez. Mais c'est quand on a fait l'enquête avec Thierry Soucard et qu'on a découvert qu'il y avait un comité scientifique auprès de tous les grands lobbies, la charcuterie, les produits laitiers, on est tombé de l'étagère au départ. Quand on a quand même mis, combien on a mis 3 ans à faire l'enquête, 3, ouais. Et quand on s'est rendu compte de cette organisation et que certains avaient des liens dans des comités et que après on donne les recommandations nutritionnelles parce que derrière il y a les industriels de la charcuterie, il y a les industriels des produits laitiers, etc. Forcément que ça biaise le jeu. Bon, je dis pas qu'ils sont de totale mauvaise foi. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus la conscience de cela qu'à l'époque, en 2004, quand on a sorti le livre. Il faut savoir que c'était la première fois en France qu'il y avait un regard à la fois scientifique avec Thierry Soucard et juridique avec mon regard à moi. Ce qui a valu un vrai succès, un vrai impact de ce livre, puisqu'à un moment, on avait fait reculer les consommations de produits laitiers, avaient chuté en France. Et j'avais eu le bonheur après d'être invitée par le gouvernement espagnol pour parler des conflits d'intérêts, justement des règles de conflits d'intérêts. Et je voudrais rendre hommage aujourd'hui, j'en profite, à Didier Tabuteau. Didier Tabuteau, c'est un grand monsieur qui a été le premier président de la première agence du médicament en France. Quand il s'est installé à la tête de l'agence, il a eu une idée géniale en se disant « Il faudrait quand même que je demande les déclarations d'intérêt des experts qui vont siéger à l'agence du médicament. » Oh là là, il n'y avait pas de loi à l'époque. Le tollé que ça a provoqué. Il y a eu un article dithyrambique dans Le Monde, le journal Le Monde, demandant la démission de Didier Tabuteau, etc. Il a tenu bon. Les labos ont quand même renvoyé leur déclaration d'intérêt et c'est grâce à lui que les déclarations d'intérêt ont été introduites en France. Voyez ? Voilà, donc il a ouvert le chemin. Au jour d'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, évidemment, c'est très courant. Ça a été très cadré dès le départ, les déclarations d'intérêt. Et il y a également quelque chose d'important dans les avis portés par les experts qui siègent dans l'agence du médicament ou qui siègent dans l'agence des aliments. C'est de faire connaître les avis minoritaires. Il y a toujours des experts qui ne vont pas être d'accord avec l'avis majoritaire. L'Union européenne a prévu, c'est assez cadré quand même aussi au sein de l'Union européenne, a prévu que les avis des experts minoritaires doivent être publiés. De même, les juges à la Cour de justice de l'Union européenne, un juge qui n'est pas d'accord, on publie l'avis du juge qui n'est pas d'accord avec la majorité de ce qui a été porté. Donc, et c'est ça, faire œuvre de transparence, c'est qu'en pensent les experts minoritaires qui pourront devenir les experts majoritaires de demain, qu'en pense un juge isolé face à ses confrères, qui peut finalement avoir raison dans les années qui viennent. Et c'est faire œuvre justement de transparence à ce sujet-là aussi. Est-ce que je peux remettre les pieds dans le plat ou pas? Non, mais j'aimerais bien qu'on parle quand même de l'industrie de tous les produits laitiers. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent. Enfin, nous, en tant que naturopathes, on en parle beaucoup des produits laitiers. Il y a des avantages, il y a aussi des dangers dans les produits laitiers.
et vous avez travaillé, vous êtes intéressé au sujet, en tout cas, à titre professionnel et personnel. Est-ce qu'on peut un peu en parler de cette partie-là, ou c'est trop... Alors, j'ai pas remis à jour mes compétences, mais réactualiser ce qu'on avait publié à l'époque, mais il me semble que c'est toujours à peu près la même chose, je pense. Nous, on avait... Alors, il y a des organismes un peu maintenant officiels qui le disent clairement, il ne faut pas non plus manger trop de produits laitiers, voilà, parce que en fait, ça contribue à acidifier quand même l'organisme. C'est comme si on prenait une image avec Tirisuka, vous prenez un bain, vous faites couler l'eau, et puis il y a une fuite dans la baignoire, mais vous continuez à faire couler l'eau. Donc, donc on avait bien expliqué que dans tout ce qui est la famille des choux, etc., il y a un calcium qui est très assimilable. Plus assimilable et moins acidifiant que les produits laitiers. Alors, encore une anecdote, quand Santé, Mensonges et Propagande est sorti, je ne sais pas si vous voyez qui est Franz-Olivier Gisberg. Ah bah oui. Donc, il y avait une émission, je crois que c'est sur FR3, à 23h, que tous les journalistes regardent, et je suis conviée. Je me trouve à la table, il n'y avait que moi comme femme, avec Patrick Pellou, professeur Debré, Thierry Soucard ne vient pas, et je me retrouve seule, très isolée, n'est-ce pas? Et je dois m'expliquer. Et là, Franz-Olivier Gisberg dit alors, vous avez écrit que les produits laitiers, si on en abuse, pourraient être dangereux. J'avoue que je suis tombée de l'étagère. J'ai écouté, j'espère que vous n'êtes pas fait trop mal quand même. Et j'ai dit oui, c'est avéré, telle donnée. Voilà, c'est une réalité scientifique qui a été prouvée. Et je regarde le professeur Debré qui veut prendre la parole. J'ai dit, savez-vous qui est Walter Willett? Et je dis, Walter Willett, il a fait une étude d'épidémiologie pendant 20-25 ans. Et il a prouvé, à long terme, en épidémiologie, l'impact de l'alimentation sur la santé et l'impact des produits laitiers. Donc voilà. Alors après, c'est repris aujourd'hui. Vous le voyez dans certains organismes de lutte contre le cancer, on commence ça fait un moment déjà que ça commence à être dit, mais ça reste timide. Le grand public ne le sait pas encore. C'est franchement, on continue à gaver nos enfants de produits laitiers. Il faut qu'ils aient à chaque repas des produits laitiers. Moi, je le vois dans les familles des enfants de ma fille, des amis de ma fille. Quand je dis que moi, elle mange très peu de produits laitiers, on me regarde en disant mais comment elle va faire pour grandir, mais c'est catastrophique, nanana. On n'arrive pas, effectivement, il y a eu un moment, il y a eu une baisse de régime et c'est revenu à fond, je dirais aujourd'hui. Et des nouvelles pubs, nouvelles conditions. Oui, voilà, mais c'est ça qui m'en folle. C'est revenu à fond et je me rappelle, j'avais été dans une institution scientifique très prestigieuse qui parlait des produits laitiers, du calcium et la femme de 50 ans. J'adore. Donc j'écoute. Les publications mentionnées n'étaient pas des publications indépendantes. Ah là là, voilà. Et on dit, vous pouvez poser des questions. Alors moi, je pense que tout le monde quand même. Donc j'étais là, je peux lever la main, pas question. Dès que, il m'avait repéré, dès que le truc a été terminé, comme s'il y allait avoir un braquage, ils ont éteint toutes les lumières, vite, ils ont fermé la salle, tout terminé. C'est faux. J'ai dit. Quelle honte. Donc après, je sors là-dedans, j'ai dit, je veux aller me plaindre. J'arrive à l'accueil, je veux me plaindre. On dit, on va vous amener voir le secrétaire perpétuel. J'arrive, je dis, c'est quoi ça? Ça. Ça va pas le faire là. Bon, il me dit, ok, fais comme ça. Vous allez remplir un formulaire et on répondra à votre question, etc. Mais voilà. Donc, si vous voulez, je pense que le lobby laitier est vraiment extrêmement puissant. Et surtout en France, je pense. Et on a, c'est un peu la samba, on avance d'un pas, on recule de deux.
Et voilà, parce que économiquement, il a un poids. Et d'ailleurs, il est difficile maintenant. Moi, j'adore j'aime pas le lait. Hein. Moi, vous me ferez pas boire un verre de lait, ça me donne envie de vomir. Hein, depuis toute petite, hein, donc je suis comme ça. Par contre, j'adore le fromage, mais malheureusement, il s'avère que je ne peux plus manger de produits laitiers de vache. C'est pas que je ne veux pas, je voudrais bien, mais je ne peux plus. Et j'ai mis 10 ans à comprendre. C'est pas que je suis allergique, vous m'en faites manger, je vais pas aller à l'hôpital, me mettre à gonfler, ou c'est pas ça. C'est que je vais déclencher une infection ORL dans les 2 à 3 jours, maximum une semaine. Je vais commencer par avoir mal à l'oreille, je continue à manger. On revient sur vos otites d'enfance. On me dit, toi tu rajeunis, je dis oui, je continue à faire des otites à mon âge si je mange des produits laitiers. Et après ça tombe sur la gorge, après voilà. Donc j'ai mis 10 ans à piger, parce que le médecin généraliste qui me suivait, tout ça, personne ne comprenait. Et puis après, à force, j'ai fait des recoupements. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi. Par contre, le beurre, je peux. Alors, m'aurait dit un jour un ostéopathe, c'est parce qu'il n'y a pas de caséine dans le beurre. Voilà. Tout à fait. Mais c'est pas une allergie au sens, maintenant, moi, si je pouvais manger du fromage de vache, j'en mangerais. Je n'ai pas je suis pas anti, je suis pas extrémiste, non. Mais je pense qu'on a exposé les produits laitiers, on leur a donné plus d'impact qu'ils ne devraient avoir dans le bol alimentaire. Voilà. Et je pense qu'il faudrait quand même revoir le rôle des produits laitiers, mais un peu à la baisse. Et le drame, c'est qu'avec tous les produits transformés, vous en avez toujours plus ou moins. Là, c'était Pâques, ma sœur m'offre un beau petit truc, un petit phoque avec un petit ballon. Je regarde la couleur, je dis, t'es sûr que c'est pas du chocolat au lait? Elle m'a dit, non, c'est du chocolat noir. Un regard sous la boîte, elle me dit, ah oui, t'as raison. Je dis, tu le reprends, je n'en veux pas. Voilà, parce que c'est pas que je ne veux pas. C'est que le corps le tolère pas. Mon corps n'en veut pas. Bon, mais heureusement, tout le monde n'est pas comme moi, mais je pense qu'effectivement, le lobby laitier, il est très difficile il y a la politique agricole commune. Hein, en Europe, c'est exactement là où je voulais venir. Justement, vous l'expliquiez tout à l'heure que vous aviez fait le choix de vous consacrer plutôt à tout ce qui touche aux médecines non conventionnelles, même si on peut aussi en parler parce qu'il y a plein de termes différents utilisés pour les désigner. Et souvent, ces médecines-là, justement, s'intéressent à la partie prévention. Or, on est dans un système en France où la prévention est totalement écartée. Qu'est-ce que ça dit de notre système? Comment on le ressent, en fait, justement? Est-ce qu'on est dans un système de santé où on est là que pour traiter? Comment ça vous interpelle? Alors, effectivement, on parle beaucoup de prévention, mais quand on parle de prévention en France, elle est réduite à quoi? Le tabagisme, l'alcool, la drogue. Voilà. Mais la prévention, alors le programme national nutrition santé, qu'on a largement dénoncé à l'époque avec Thierry Soucard parce que les recommandations étaient à l'époque une reprise pas mal des recommandations américaines pour certaines. Donc la prévention, effectivement, c'est une prévention classique. Il n'y a toujours pas de prévention active au sens où on pourrait l'entendre en naturopathie, par exemple, même si on n'est pas obligé de parler de naturopathie. Ça veut dire qu'on a un ministère de la maladie, mais on n'a pas un ministère de la santé. Voilà. Donc, faudrait peut-être créer une branche, on pourrait appeler ministère de la santé de la maladie. Au moins, les choses sont dites. Et on aurait 2 départements. Je suis pour la médecine de pointe. Il faut une médecine de pointe, il faut une chirurgie de pointe, il faut des médicaments de pointe et tout. Je suis à fond pour, mais il faut à côté accompagner autre chose. Alors, pourquoi cette prévention n'est pas plus prégnante dans notre système de santé? Ça rapporte pas d'argent. Je pense que ça rapporte pas suffisamment. Ça contrecarre des intérêts en aval, qui fait que si on consomme moins de médicaments, si ceci, si cela, je pense que c'est une cascade derrière qui s'écroule. Cascade. Et aussi, il y a ça, il n'y a pas que ça. Je pense que, historiquement, la France a une culture scientiste. Oui, absolument. Donc, la culture française fait qu'elle s'auto-sabote, en fait. Elle n'arrive pas à remettre en cause Auguste Comte et tout ça. Et en fait, ça la bloque. Le système aussi d'enseignement, aussi.
Je pense qu'il y aura une grosse réforme à faire des études médicales. Il est bien d'apprendre la médecine sur des cadavres, mais je pense que si on apprenait la médecine sur des personnes vivantes, humaines et bien importantes, on aurait peut-être un regard, et donc c'est pour ça que les médecins ne sont pas à blâmer. Certains, ils ont été en quelque sorte un peu formatés, je dirais, dans un système de pensée dont il est très difficile après de s'écarter. Certains ont la capacité de le faire, mais alors paradoxalement, certains, lorsqu'ils le font, oula, après ils volent comme des montgolfières. C'est-à-dire que ça part dans un extrême pas forcément satisfaisant non plus. Voilà, donc il y aurait une réforme à faire des études médicales pour faire comprendre qu'il y a d'autres approches. Et on parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais en réalité, cette interdisciplinarité, elle a beaucoup de mal à se mettre en place. Et si on laissait la possibilité aux médecins de plus se rapprocher d'autres disciplines avec d'autres acteurs, eh bien, on aurait moins de problèmes. Au jour d'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a une disposition dans le code de déontologie des médecins qui dit qu'un médecin qui envoie des patients, par exemple un naturopathe, peut avoir des sanctions disciplinaires et peut même être poursuivi pénalement pour complicité d'exercice illégal de la médecine. D'ailleurs, j'ai une affaire à gérer où carrément un médecin a été poursuivi pour complicité d'exercice illégal de la médecine à l'endroit d'une praticienne en médecine chinoise non médecin, parce qu'il lui avait ouvert les portes dans son cabinet. Ce qui nous a quand même, pour vous rassurer tous, obtenir une relaxe en première instance, une relaxe en appel. Là, le système a visiblement eu très peur. L'affaire s'est retrouvée en cour de cassation. Et le parquet, celui qui représente le procureur, n'a pas suivi l'ordre des médecins, ce qui était quand même une première à Paris, n'a pas suivi l'ordre des médecins, qui s'est retrouvé tout seul en cour de cassation, ce qui fait que les relaxes sont restées définitivement acquises, donc ils n'ont pu faire valoir que leur préjudice pour des dommages et intérêts. Normalement, c'est une affaire que nous aurions dû gagner, je pense, mais l'enjeu était important. Je commençais au fondement, au-dessus de la Cour de cassation, on n'avait plus rien. C'est-à-dire que si la Cour de cassation vous donne raison, c'est la fin du monopole médical. Et là, j'avais trouvé un biais, juridiquement, qui était sur l'habitude. Il n'y avait pas d'habitude, et donc on devait gagner, parce qu'on devait gagner. Mais là, ils ont eu peur, et je dois vous dire même que j'avais confié mon dossier de plaidoirie un moment à quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai jamais revu mon dossier de plaidoirie. Voilà. Donc, je n'ai jamais revu mon dossier. Je n'ai jamais revu mon dossier de plaidoirie. Dans un film américain. C'est clair. Que j'avais confié à quelqu'un. Bon, bref, je n'ai jamais revu mon dossier de plaidoirie. Je me suis donc retrouvée, lorsque la Cour de cassation nous a donné tort, donc à condamner à des dommages et intérêts mes clients, à redevoir faire mon dossier de plaidoirie lorsque nous sommes retrouvés à nouveau devant la cour d'appel sur uniquement les intérêts civils. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des enjeux, qui sont importants pour autant, pour des... Comment je dirais ça ? C'est disproportionné. C'est-à-dire que quand vous voyez le nombre de praticiens qui exercent en médecine traditionnelle chinoise, par rapport aux médecins qui pratiquent l'acupuncture, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Je veux dire, donc, je trouve ça disproportionné. Mais ils se sentent menacés. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez une explication, vous qui êtes au cœur, au vortex de tout ce qui se passe entre, la croisée entre l'allopathie et les médecines non conventionnelles ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une espèce de compétition qui s'installe, qui vient de la part de l'allopathique ? Je crois que c'est culturel, encore là. C'est culturel, historique et culturel. Vous savez, dans le temps, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la Deuxième, il y avait 3 personnages. L'instituteur, le curé et le médecin. La France a décidé en 1905 de séparer l'Église et l'État. Donc les gens se raccrochent à autre chose. Il y a eu une culture du culte du médecin dans le sens... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu une affaire, pour illustrer, je ne perds pas le fil de la réponse que je dois vous apporter à la question. J'ai un jour défendu une femme brillante, non médecin,
qui exerce au Royaume-Uni, qui arrive en France pour pratiquer l'acupuncture, un peu d'homéopathie, et puis voilà. Elle se fait poursuivre pour exercice égal de la médecine. Exercice égal de la médecine, exercice égal de la pharmacie, parce que au Royaume-Uni, vous avez des granulés homéopathiques vierges, et vous avez la solution à côté, vous la mettez fraîche directement sur les granulés, et le patient repart avec. Elle faisait ça en France. Et il y avait quoi encore ? Exercice égal à la pharmacie, exercice égal... Et usurpation, oui, c'est ça, usurpation du titre de médecin. Pourquoi ? Parce que ma cliente avait mis docteur devant, et d'ailleurs j'avais dit un jour, j'espère que j'aurai une affaire comme ça, sur le titre de docteur, parce que j'en ai ras-le-bol. Je dis, moi je suis docteur en droit, oui. Si on dit docteur Isabelle Rebard, je vais me prendre un procès pour usurpation de titre de médecin. Donc le jour arrive, elle a un doctorat en homéopathie, qu'elle a obtenu dans un pays étranger, et elle met docteur, son prénom, son nom. Donc poursuivi pour usurpation de titre. Ça m'a valu de faire une magnifique plaidoirie. J'ai dit, écoutez, voilà, le doctorat en homéopathie, sauf erreur de ma part, je ne vois personne dans cette salle qui va me contredire, et personne en France, non plus en métropole, ni en Outre-mer qui va me contredire. Il n'y a aucun doctorat en homéopathie qui existe. Donc voilà, cette femme a obtenu ce doctorat dans tel pays, elle a mis docteur, il n'y a aucun texte de loi qui indique, dans le Code de la santé publique, que docteur, ça veut nécessairement dire doctorat en médecine. Donc moi, je vais mettre pareil, docteur Isabelle Rebard, on va me faire un procès. En fait, ça relève d'une pratique séculaire où, historiquement, c'est ce que j'explique au tribunal, il y a des raisons historiques. Les médecins ont pris l'habitude, historiquement, qu'on les appelle docteurs et que c'était dévolu aux médecins. Et on en a fait un usage qui est appliqué comme une règle de droit, en fait. Mais en droit, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et le tribunal correctionnel de Paris m'a donné raison, et la Cour d'appel de Paris a confirmé la relaxe pour usurpation de titre. Voilà, que les choses soient claires. Donc c'était quoi votre question, du coup ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle compétition entre la sphère allopathique et la sphère non allopathique ? Eh bien, il y a une compétition parce que on a donné trop de... Je pense que on a donné trop de déférence, on a donné trop de pouvoir culturellement aux médecins. Voilà. Le médecin, je le respecte profondément. Il y a des médecins qui sont magnifiques, qui sont super. J'en connais, j'en fréquente, j'en défends, voilà. Mais on leur a donné trop d'importance. D'ailleurs, quand j'ai publié mon premier livre, La santé hors la loi, à chaque fois c'était non. Pourquoi ? Parce que le directeur de collection de la maison d'édition, c'était un médecin. Donc on retrouve les médecins journalistes, on les retrouve députés, on les retrouve... Donc voilà, donc en fait le médecin est omniscient, mais il est omniscient médicalement, mais pas seulement. En fait, il est omniscient en droit, en déontologie, en journalisme, en tout quoi. En fait, mais il se sent menacé, je comprends pas, parce qu'il y a énormément de médecins qui adorent collaborer justement avec des naturopathes, des ostéopathes, etc. Bien sûr. Et eux sont stigmatisés alors que c'est eux qui véritablement... Tout à fait. Mais sachez que... désolé de le dire, mais c'est quand même la réalité. À mon sens, c'est une minorité de médecins. Oui. C'est une minorité de médecins et ils se sentent menacés parce que c'est culturel, c'est difficile aussi d'avouer, il faut les comprendre aussi, c'est difficile d'avouer que peut-être ils ne savent pas tout et qu'il faut se remettre en cause. C'est exactement ça. Quand je dis ça, c'est pas humoristique, c'est que c'est difficile de comprendre que finalement les études de médecine ne m'ont peut-être pas donné tout ce qu'elles auraient dû me donner. Oui, mais après, c'est normal. Enfin, je veux dire, en plus, la médecine évolue, la science évolue, la connaissance de l'anatomie et physiologie évolue tous les jours. Donc, ça paraît totalement normal que, enfin, je veux dire... Voilà, donc... Mais par contre, c'est pas transmis pédagogiquement de cette manière dans les études de médecine, et c'est peut-être là où, d'un point de vue pédagogique, il y a des choses à travailler, quoi. Oui, et il y a aussi, il y a de la pédagogie, il y a de la psychologie peut-être à introduire aussi, faire comprendre qu'ils sont entourés d'autres acteurs, qu'il y a des
acteurs réglementés, des acteurs qui sont en cours de réglementation, mais qui, s'ils restent dans les fourches codines de ce qui doit être leur rôle, font partie aujourd'hui culturellement de la société. Je veux parler des naturopathes. Il faut savoir, par exemple, aux Pays-Bas, les Pays-Bas avaient un monopole strictement similaire à la France. Et c'est un ministre, Muntendam, qui a décidé en 1993 d'introduire un moratoire des poursuites à l'encontre des non-médecins. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté, en 1981, ils ont arrêté de poursuivre les non-médecins à partir de 1981. Le temps de faire un travail, d'analyser la situation pour voir comment ils pouvaient légaliser. Ça a été fait avec la bigouette en 1993, donc 12 ans après, mais ça a été fait. Et, si vous voulez, ça s'est bien passé. Donc, et tout le monde se côtoie. En Allemagne, les non-médecins ont été légalisés grâce à la Société des médecins de Berlin. Donc voilà. Et est-ce que vous pensez qu'en France, ça va arriver un jour ? Oui. De façon réaliste ? Oui, je pense que ça va arriver dans un siècle ou non, oui, mais voilà. je plaisante. Non, mais je ne sais pas. Je ne suis pas Nostradamus. Ça, je ne pourrais pas. Mais surtout avec l'instabilité politique que nous connaissons, oui, qui n'arrange pas, et avec toutes les guerres, avec voilà. C'est. Mais je pense que ça arrivera. Et comme je l'avais dit dans une interview il y a déjà longtemps, ce sera ou par profonde conviction, comme le ministre Marcel Collat, belge, pour qui j'ai eu l'honneur de travailler et de faire passer la loi belge, ou ce sera pour des raisons strictement économiques. C'est exactement ça. Parce que et à mon avis, ça sera la deuxième. Voilà. Et j'avais dit, le jour où un certain nombre de praticiens non médecins seront légalisés, ce sera pas pour leurs beaux yeux, non. Ce sera pas par conviction, ce sera parce que la France n'aura plus les moyens financiers de faire autrement, parce qu'on va, je pense, donner de plus en plus de lâcher prise sur la population, qui va devoir de plus en plus s'auto-gérer parce qu'il y a moins d'argent dans les caisses et que du coup, plus en plus de malades. on sera amené à vous tolérer de plus en plus, je pense, et in fine, à vous légaliser. Voilà, mais ce sera pour des raisons économiques parce que la France est en faillite. C'est pas très... Voilà. Mais donc par défaut. Mais pour prolonger ça aussi, pour des raisons économiques, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, les consommateurs s'informent, s'intéressent à tous ces différents sujets et sont, pour un grand nombre d'entre eux, convaincus du bien fondé de la plupart de ces pratiques-là. Bien sûr, il faut réglementer, il faut encadrer, etc. C'est pas le sujet. Oui, parce que en tout cas, il y a plusieurs pratiques, etc., qui sont reconnues, en tout cas, voilà. Et même d'un point de vue économique, on pourrait dire, ça peut être intéressant économiquement, justement, de reconnaître davantage ces pratiques et de les faire rentrer dans un système de santé encadré, parce que le consommateur est là aussi pour... Voilà. Et t'en demandes. Voilà. Et si on fait une vraie prévention primaire, en amont, qui est donc, pour nos auditeurs, la prévention primaire, c'est d'éviter l'apparition des maladies. La prévention secondaire, c'est pour éviter la rechute. Et la prévention tertiaire, c'est pour éviter les phénomènes de morbidité ou de décès. C'est cette prévention primaire qu'il faut mettre en place. Et qui sauverait le système de la sécurité sociale aussi, in fine. Voilà, qui sauverait le système de sécurité sociale, le système de solidarité, qui est un beau système. Quand vous voyez la différence aux États-Unis, moi j'ai des amis aux États-Unis, ils vont se faire soigner tous, ils coûtent une fortune. Il y a ils n'ont pas les moyens. C'est terrible. Donc on ne sait pas la chance que nous avons en France. C'est quand même un beau pays. Il y a quand même de belles choses, parce que là on critique beaucoup, mais bon, il y a quand même de belles choses. Et je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Et que, de toute façon, le système, vous existez déjà. Donc voilà. Et au contraire, il vaudrait mieux réglementer pour encadrer et qu'il n'y ait pas une multiplication exponentielle d'établissements de formation qui ne sont pas toujours sérieux, pour pas dire qu'il y en a qui sont complètement hors sol. Éviter le charlatanisme, parce que moi je ne suis pas pour des praticiens pas formés, des gens qui abusent de la crédibilité, etc. Donc je lutte là-dessus, et j'avais d'ailleurs interpellé les pouvoirs publics lorsque Sonia Backès a établi les états généraux secte et santé, donc en 2023. J'avais écrit au ministère, mais j'ai pas eu de réponse, que je me tenais à la disposition des pouvoirs publics pour les éclairer sur certains sujets et pour leur donner des informations s'ils en étaient preneurs. Donc je persiste et signe.
je suis toujours là pour les pouvoirs publics et que on me trouvera aussi contre les non-médecins qui font n'importe quoi. Je ne cautionne pas tout et n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut une réglementation. À un moment, il faut des limites. Il faut s'en tenir à des limites. Il faut respecter les médecins comme les médecins doivent respecter les non-médecins. Est-ce qu'on peut parler de l'IA ? Quelle est la place de l'IA ? Est-ce que vous avez eu des cas là ? C'est plutôt récent. Mais comment ça s'inscrit ? Est-ce que ça va accélérer les choses ? Est-ce que on est assez agile d'un point de vue politico-juridique pour faire face à cette vague colossale qui arrive dans la santé ? Donc nouvelles technologies, IA et santé. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, elle est au cœur des décisions. Elle est en train de bouleverser la société, mais aussi l'être humain. Je pense que l'introduction de l'intelligence artificielle avec des règles éthiques strictes peut peut-être apporter quelque chose de positif et de peut-être plus objectif d'ailleurs pour le coup, à condition que les données génératives qui sont introduites dans l'IA reste objective, mais alors moi personnellement en tant qu'avocat, je n'utilise pas l'intelligence artificielle, c'est hors de question. Voilà. Et sachez que par contre, quand ça m'est arrivé par exemple de taper mon nom pour voir ce qui sort ou de taper le nom de certaines personnes, eh bien je dois dire que les données sont quand même très objectives et très bien faites dans l'état actuel. Donc faut pas non plus cracher dessus, diaboliser tout. Je pense que ça peut-être être un relais à la faiblesse humaine et à la défaillance humaine, cette intelligence artificielle, mais elle ne doit pas supplanter l'humain. C'est-à-dire que si on veut introduire l'IA dans le système de santé, il faut qu'en même temps, l'être humain évolue aussi. Et il ne doit pas se laisser dicter par l'IA. Et d'ailleurs, je suis allée à des entretiens à la délégation des barreaux de France, à Bruxelles, où nous pouvons aller nous former en droit européen pour la formation continue, où j'ai eu le bonheur d'enseigner aussi à mes confrères le droit européen il y a quelques années, et où il y a eu un débat avec différents acteurs sur le sujet de l'IA. Et donc il y avait le procureur européen qui était là, qui utilisait déjà l'IA sans qu'elle soit pour l'instant vraiment codifiée ni réglementée à ce stade-là, sachant qu'en face, l'avocat n'a pas accès aux mêmes informations. Donc il dit, le problème, c'est qu'il va falloir que l'avocat... Je dois dire que je saute pas au plafond. Bon, voilà. Il y avait comme ça des réflexions un petit peu marrantes. Bon. Et il y a une magistrate qui a dit, voilà, moi, j'ai pas été formée à la magistrature pour me faire dicter des décisions de justice par l'intelligence artificielle. À la fin des entretiens, je suis allée la voir pour la féliciter, puisqu'en réalité, c'était une des seules qui tenait quand même un langage assez ferme là-dessus. Le gros risque, c'est de se faire dépasser par l'intelligence artificielle et d'avoir un système qui n'est plus contrôlable. Donc en réalité, je sais que l'Ordre des avocats du barreau de Paris travaille beaucoup activement là-dessus parce qu'il est conscient des risques. Donc les milieux du droit se posent beaucoup de questions sur les débordements, l'éthique, etc. Mais malheureusement, on ne pourra pas empêcher le phénomène. On ne pourra pas empêcher le phénomène. On pourra peut-être, j'espère, l'accompagner, le cadrer, le limiter, en espérant que nous n'aurons pas, dans les 50 ans qui viennent, une machine à la place d'un être humain. Ça veut dire qu'à terme, on peut même imaginer qu'on n'aurait plus besoin, face à la pénurie de médecins, voilà. On n'aurait plus besoin d'un médecin de chair et d'os, comme peut-être on n'aura plus besoin de juges. Ça m'est arrivé d'ailleurs de plaider sur certaines infractions en disant, voilà, il y a une démonstration à faire. Si, en fait, cette démonstration n'est pas faite, dans ces cas-là, autant introduire le nom, le prénom de mon client, les trucs, on appuie sur le bouton, et puis le verdict va sortir tout seul, on n'a même plus besoin de juge, et puis c'est pas la peine que je vienne de plaider. Voilà, donc la question que vous posez, évidemment, elle est bien au-delà du domaine de la santé, elle est dans tous les acteurs. Bientôt, on va rentrer chez nous,
Et il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de magistrats, il n'y aura plus de médecins. Alors certains sont conscients, parlent comme moi, ils sont conscients de ça. D'autres, point d'interrogation, je ne sais pas. Absolument. Et vous commencez à avoir des cas là qui sont liés à l'intelligence artificielle Non, pas encore. Pas encore. Mais non, ça, mais par contre, par contre, j'ai des clients qui m'ont dit voilà, je suis allée voir, j'ai posé la question, etc. Mais moi, comme j'ai des compétences qui sont uniques, voilà, donc bon. Non, mais ça c'est sûr, oui. Voilà. On ne pourra pas vous remplacer demain. Voilà, donc non, mais je vous cache pas que j'ai été courtisée justement par les milieux de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Que je n'ai pas reçu. La porte est restée fermée. C'est ça. On avance doucement vers la fin de l'épisode et en fait, grâce à vous, on a un peu pu voir vraiment à quel point il y avait des interactions socio-politico-juridiques, à quel point c'était important, que ça avait aussi des impacts au niveau de... Enfin, ça explique aussi l'histoire, notre histoire commune et collective. Est-ce que, justement, comprendre tous ces mécanismes-là, ça vous semble être primordial aujourd'hui pour, dans une certaine mesure, reprendre notre liberté et du pouvoir sur notre santé à un titre individuel? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important que le citoyen français ait une culture, quand même des rouages, parce que l'information, il l'aura jamais toute cuite, objective. Il va falloir aller la chercher un peu à droite et à gauche. Alors ça veut dire déjà qu'il faut être un peu courageux, dans le sens il faut faire l'effort de... Et c'est pas évident. Franchement, c'est pour moi qui n'ai jamais fait de droit de ma vie, c'est quand même des rouages tellement opaques avec un certain jargon, etc. Oui. C'est franchement pas évident. Moi, j'ai envie de faire une infographie presque pour qu'on m'explique un peu comment ça se passe, parce que ça m'intéresse, mais c'est vrai que ça demande un véritable effort. Complètement. Et en fait... c'est vrai que il est important, si on n'a pas accès à ces informations-là, il est difficile de dire « Ah bah oui, mais il a même pas vu ceci, cela ». Bah oui, mais si on lui dit pas, il peut pas le deviner. Hein. Donc, il y a des personnes qui, en toute bonne foi, en toute logique, font confiance. Ce qui devrait être, bien sûr, ce qui est un comportement normal. Chacun spécialisé dans des choses. Ce qui est anormal, c'est de devoir faire l'exercice inverse, en disant, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une autre information? Est-ce qu'on a toute l'information? Où est-ce qu'on peut la trouver? Comment peut-on la trouver? Voilà. Donc ça, effectivement, mais l'enjeu, il est là. L'enjeu de santé publique, il est essentiellement sur la transparence de l'information. Qui n'est pas facilité par certains journalistes. Voilà, qui n'est pas facilité par certains journalistes. Bah oui, parce que les journalistes, on a plus affaire aujourd'hui à une presse d'opinion qu'à une presse d'information. Et c'est du lobby aussi dans une certaine mesure. Ouais, voilà. Et puis j'allais dire corrompu aussi, qui est financé derrière. Alors il y a des chartes éthiques aussi de journalisme, etc. Mais c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui de les grands médias. Vous ne trouverez pas forcément toute l'information dans les grands médias. Une partie, mais pas toute. Voilà. Donc il faut avoir. En fait, ça veut dire il faut garder un esprit critique. Quand même se poser la question. Est-ce que tout est là? Est-ce que j'ai toute l'information? En fait, les règles de bon sens, un petit peu, de dire, bon, est-ce que tout est là? Est-ce qu'on m'a pas un petit peu enjolivé le tableau? Ne pas hésiter, même sur Internet, de dire, tiens, on pose telle question, voir l'air de rien, comme ça. Et quelquefois, on peut être surpris. Alors, je dis pas que tout ce qui est sur Internet est non plus crédible, hein, mais il faut regarder un peu les différents sons de cloche et puis arriver à faire sa synthèse soi-même. C'est l'exercice, malheureusement, qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faciliter, nous, avec le média The Human Hack. Ah ouais, on essaye. Je vous en félicite, hein, parce que c'est quand même, par les temps qui courent, c'est un exercice un peu difficile, un peu ingrat, où on peut sembler être un petit peu à contre-courant. Voilà, mais il sera forcément payant à court, à moyen et à long terme. Mathématiquement, c'est une question de temps. En tout cas, on est aligné avec cette démarche et c'est le plus important. Ouais. Exactement. Un grand merci pour cet échange, c'était absolument passionnant. Je pense que ça va ouvrir tellement de petites cases dans le cerveau de nos auditeurs parce qu'en fait,
Il y a des choses qu'on soupçonne, il y a des choses, mais en fait, voilà, c'est un peu obscur parfois, on sait pas trop, on entend justement, on parlait des médias, on entend tellement de choses et je pense que c'est important et c'est presque d'utilité publique d'avoir ce genre d'échange et merci beaucoup parce qu'on a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir parler avec vous parce que pour le coup, s'il y en avait une avec laquelle on devait parler, c'était vous nous l'avez prouvé en nous expliquant, en nous montrant à chaque fois les différents dossiers sur lesquels vous avez eu la possibilité de travailler. Donc, un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine pour le Q&A. Merci de votre écoute et bravo à vous deux aussi. Merci. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.